oui, pour revenir à ce que je voulais te dire justement, à basculer sur un truc, je voulais quand même racheter le film quand même qui est ce monde perdu, parce que c'est un film pour lequel j'ai quand même beaucoup d'affection malgré tout, que je trouve être un bon film de Spielberg quand même, malgré tous ses problèmes d'écriture, malgré ses problèmes de rythme, malgré ses problèmes même de caractérisation de personnages. C'est un film que je trouve assez intéressant malgré tout en termes de mise en scène pure. Alors c'est un petit peu, on viendra peut-être sur Fallen Kingdom plus tard de toute façon, mais moi je trouve que dans Fallen Kingdom il y a cette idée que la mise en scène raconte autre chose qu'un scénario bancal, et dans une certaine mesure je trouve que dans celui-ci il y a un peu ça aussi, et c'est pas pour rien que Fallen Kingdom fait écho de manière directe au monde perdu dans une certaine mesure aussi, comme le Jurassic World fait écho à Jurassic Park premier du nom. Je trouve qu'il y a des choses quand même intéressantes à tirer. Alors, t'en parleras je pense après, hein, juste pour un petit peu faire ma synthèse globale. Il y a quand même en termes d'effets spéciaux un travail de fou, il y a en termes de musique des trucs fous. Donc ça reste un film qui reste un très bon film d'aventure, mais qui commence déjà à être en même temps dans une vraie démarche Spielbergienne quand même, de l'aventure, du fantastique, etc., d'ASF, avec encore ces quelques éléments de réflexion éthique qui sont quand même présents. Mais ça commence justement, c'est le premier virage très léger que va faire la saga pour progressivement s'éloigner de ce qu'elle était à l'origine. Elle se dénature progressivement, et le monde perdu est déjà un petit peu dans cette en train de faire ce virage-là qui posera problème par la suite. Donc voilà, c'était juste pour le racheter parce que c'est un film quand même qui est important à mon cœur, d'autant que je l'ai vu au Grand Rex à l'époque sur l'écran immense. Et pour moi, ça a été un gros coup de cœur au moins visuel. J'ai pris une claque visuelle parce que depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on a pas mal dans le précédent podcast démonté quand même le film sur pas mal de choses. Voilà, ça reste quand même un bon film. Ça reste, je veux quand même, contrairement à ce qu'on verra par la suite. Voilà, c'est en gros, je te rejoins sur ce point-là. C'est ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs justement par rapport au fait que Le Monde Perdu, je prends toujours énormément de plaisir à regarder. C'est parce que le film, il a baissé d'une certaine manière dans mon estime, parce que vraiment à l'époque, comme je disais, je l'adorais plus que tout. Pour moi, Jurassic Park et Le Monde Perdu, c'était indissociable. Quand je me regardais le premier, je me regardais le deuxième tout de suite après, quoi. C'est le fond qui du coup me pose problème maintenant qu'en plus j'ai les bases qu'est-ce qu'il aurait pu être si c'était plus inspiré du roman, tu vois, que là je me dis on est passé à côté d'un vrai grand film, une vraie suite en fait à Jurassic Park en termes de fond. Le problème c'est que le Monde Perdu il privilégie plus sa forme. J'en reviens avec la petite phrase d'accroche que je t'avais dit, c'est vraiment il mise tout sur sa forme mais au détriment d'un fond réellement construit en fait. Je disais justement par rapport à refaire le parc, quel est l'intérêt? On avait compris que le parc était une mauvaise idée. Pourquoi vouloir faire ça? Et puis en plus, du coup, ça me permet de rebondir à ce que tu parlais tout à l'heure un peu de la fin du film. San Diego, du coup, qui est censé montrer l'apothéose de pourquoi le parc n'aurait pas dû être refait en fait du coup. Mais le problème, c'est que le moment clé qui nous montre la bascule de l'échec de ce parc, c'était le cargo. C'est le moment où le T-Rex s'évade. Mais sauf que cette scène est tellement incompréhensible, que ce soit thématiquement ou scénaristiquement surtout. Il y a un manque, d'ailleurs il manque une scène, hein, littéralement. Spielberg il a lui-même admis qu'il y avait une scène qui était prévue au tournage et qu'ils n'ont pas pu faire faute de temps et de budget. Et donc du coup on aurait dû avoir plus d'explications vis-à-vis de cette scène, de pourquoi l'équipage a été bouffé et pourquoi le T-Rex a pu s'évader. Mais là, dans les faits, dans le film, du coup, c'est incompréhensible. Du coup, même le point qui est censé raccorder au fait que le parc de San Diego est un échec n'est même pas montré. Du coup, il n'apporte rien de plus à la réflexion par rapport au premier film, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en plus, toute la scène de San Diego, tu le dis, c'est un hommage à King Kong, mais voilà, mais c'est vraiment un hommage décomplexé, le côté spectaculaire, beaucoup d'humour aussi, je pense notamment au petit caméo de David Coeb d'ailleurs, qui du coup se fait bouffer devant. Alors, elle est très étrange cette scène, parce que je pense que Spielberg, c'est un écho, toute cette partie-là, moi, fait fortement écho à ce qu'on trouve dans Ready Player One quand c'est Parcival qui dit justement, quand il parle de King Kong, faire ça la première épreuve en disant que King Kong de toute façon c'est le meilleur, personne ne pourra jamais l'égaler. Moi j'ai l'impression que Spielberg se frotte à King Kong en sachant qu'il n'égalera jamais King Kong comme il dit dans Ready Player One. D'ailleurs au passage c'est une petite parenthèse, mais c'est le seul auto-hommage si je puis dire que se fait Spielberg dans Ready Player One, c'est le T-Rex, et dans la foulée on a King Kong qui est forcément, et dont on dit directement qu'il est le plus puissant et qui, sous-entendu, il écrase le T-Rex, ce qui est métafilmiquement assez intéressant. Et pour le coup, voilà, cette séquence-là, effectivement, je trouve, moi, qu'il est pas vraiment à l'aise sur cette séquence-là. On sent qu'encore une fois, il y a quelque chose
de Spielberg qui sont tout petit face à ce mythe qui l'a fait rêver quand il était enfant et qu'il ne cesse d'avoir envie de reproduire, mais qu'il n'arrive pas fondamentalement à faire. Donc il va détourner ça. Il va jouer plutôt sur un ton ironique. Oui, moins cynique que le reste du film, parce que le film est cynique, je trouve parfois, ce que j'avais dit dans il y a quelques temps. Mais là, je trouve qu'il y a une ironie qui est un petit peu mal placée et qui, effectivement, tu le dis très bien, détruit un peu la dramaturgie, parce que fondamentalement, le fait de devoir débouler le T-Rex dans une ville remplie d'êtres humains, ça devrait être dramaturgiquement une sorte d'apothéose, de climax absolu. Voilà, et c'est ce qu'on attend à la fin de Fallen Kingdom, par exemple, quand on voit les dinosaures commencer à investir le monde humain. C'est dramaturgiquement très fort. Mais là, ça fonctionne pas vraiment, parce que ça fonctionne plus comme une sorte de gag ou la chute d'une blague, et ça marche pas très bien. C'est un gag, mais de toute façon, c'est comme le moment où il y a les voitures de police qui arrivent vers lui, il y a le T-Rex qui leur hurle dessus, ils font demi-tour. C'est un gag, littéralement. Même la mort du chien aussi, pareil, qui se fait bouffer avec le T-Rex qui a la laisse qui pend avec la niche du chien accrochée, qui est un peu ridicule aussi. Et le gamin qui ne réagit pas, le premier réflexe qu'il a, c'est de prendre de façon stoïque en photo le T-Rex. Enfin, même la manière comment il rentre dans le cadre, c'est comique. Enfin, cette fin, elle est censée être tragique, mais en même temps, tu vois que c'est pas pris au sérieux par Spielberg. C'est genre, oui, c'est le gros hommage, on balance tout ce qu'on a, mais enfin, t'as envie de dire, enfin, Steven, t'es censé conclure ton film en fait, et faire suite à un premier film qui était sérieux, quoi. Je le dis au cas où si vous êtes pas au courant. Bon, déjà, je l'ai dit, elle est pas dans le livre, mais c'est surtout que c'est une scène qui a été improvisée limite. C'est-à-dire que c'est Spielberg à la fin. Normalement, la fin d'origine, elle devait se passer uniquement sur Sorna. Et en fait, avant de quitter l'île, il devait y avoir les hélicoptères qui se faisaient attaquer par des pteranodons ou ptérodactyles, enfin bref, de toute façon, les reptiles volants qu'on voit à la fin. Tu sais, au tout dernier plan, on voit un reptile volant. Ben, c'est un hommage, en fait, à ce qu'aurait dû être la fin d'origine du monde perdu dans son script, en fait. Ce qui est plutôt marrant, d'ailleurs. Ce qui est plutôt rigolo, je rebondis juste sur un truc qui est plutôt, d'ailleurs, ironiquement assez intéressant, puisque la scène des ptéranodons, c'est aussi une sorte de scène un peu étrange qui a été rajoutée au forceps dans le 3 aussi. Donc ces pauvres ptéranodons, je trouve qu'ils souffrent beaucoup à l'intérieur de Jurassic Park. Ouais, bah d'ailleurs, et dans Jurassic World, la scène où le PDG de InGen, le nouveau PDG d'InGen, Masrani, qui se fait attaquer par l'hélicoptère par les ptéranodons, c'est clairement la reprise de la scène qui aurait dû être la fin du monde perdu, en fait. Oui, effectivement. Voilà. Et donc, en fait, cette scène-là, et finalement, il a décidé du coup d'improviser cela, dire bon, ben finalement, je ne ferai sûrement pas de troisième film. D'ailleurs, ce deuxième film, j'aurais appuyé à nouveau, mais c'est important de le dire, c'est que Spielberg l'a vraiment fait pour le fun, pour vraiment se remettre dans le bain de cinéaste. Mais en vrai, c'est peut-être pour ça aussi que ça viendrait de ça, le fait que tu as l'impression qu'il n'y croit plus au film et qu'il y a un côté vraiment cynique. C'est que je pense qu'il a vraiment pas pris le film au sérieux. Et le fait qu'il, du coup, lui-même, rétrospectivement, il se dit qu'il s'est foiré sur ce film, c'est que je pense que lui-même, il s'est dit, en fait, j'ai pris le film trop à légère, en fait. Ce qui est assez rare chez Spielberg, qui regrette quelque chose, c'est quand même relativement rare d'avoir cette idée de regret, ou en tout cas de remise en question de ce qu'il a fait, c'est relativement rare. Ouais. La deuxième fois où il a fait ça, c'est pour Indiana Jones et le Temple Maudit. Là aussi, il se remet en question sur le fait qu'il a poussé l'horreur des situations, la violence, à des extrêmes que lui-même, rétrospectivement, il ne tolère plus. Mais c'est justement aussi parce que lors de ce tournage-là, il était aussi dans un fun total, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, quand il ne se met pas lui-même des barrières, en fait, il a un côté, parce que on va pas parler du Temple Maudit, mais il a un peu le même problème, c'est que c'est un film qui est ultra fun, mais qui dans les faits, c'est un roller coaster de 2 heures, mais qui n'a pas vraiment de sens en termes de scénario, de continuité. Même d'ailleurs, le film se veut être un préquel, mais en même temps, il fait référence à des choses du premier. Enfin, c'est un film qu'il faut vraiment pas prendre au sérieux, le Temple Maudit, parce que je pense que lui-même, Spielberg, ne l'avait pas pris au sérieux en le faisant. Mais ce qui n'empêche d'ailleurs pas Spielberg c'est-à-dire que c'est des films qui ne se prennent pas au sérieux, et c'est quand même, encore une fois, pour toujours cette idée de racheter le film quand même, c'est que certes, il ne se prend pas au sérieux, par contre, il prend toujours au sérieux, et ça, je trouve que c'est quand même un truc important, il prend toujours au sérieux l'univers qu'il traite malgré tout, c'est-à-dire que ça doit être fun, jouissif, jubilatoire, décomplexé, l'univers qui est proposé, aussi décomplexé soit-il, est quand même pris au sérieux dans son côté décomplexé. Je sais pas si c'est très clair dit comme ça, mais Spielberg n'est pas cynique à ce point de détruire l'univers qu'il propose. Il reste quand même dans une démarche qui reste sincère, malgré tout. C'est pour ça que tu dis, le film, il ne fonctionne pas dans les faits si tu essayes d'analyser le fond et tout ça, mais sur la forme, il fonctionne très bien. Ça reste un très bon divertissement. Et du coup, tu parlais de la musique, des effets spéciaux. Williams,
se réinvente totalement en termes de composition et ça marche super bien et c'est en plus cohérent avec l'ambiance que essaye d'instaurer le film, un côté beaucoup plus sauvage, beaucoup plus brutal, ouais. Ouais, brutal, ouais. J'ai pas les mots qui viennent en tête, mais on est beaucoup moins sur le merveilleux et ce qui est cohérent avec l'ambiance que essaie de poser le film. D'ailleurs, le film se passe quasiment en intégralité de nuit. Et c'est une sorte de slasher, hein, on l'a dit au tout début, c'est une sorte de slasher dans une certaine mesure. Ouais. Et d'ailleurs, le fait qu'il se passe quasiment que de nuit, ça je le dis en termes d'effets spéciaux, le film vieillit mieux que le premier. Et ça je le pense, sincèrement. Ah ouais, peut-être. En termes d'effets. Les CGI, alors encore une fois, si tu te prends pas en compte forcément toutes les résolutions, dernier master et tout ça, quand je regarde Jurassic Park et Le Monde Perdu, je trouve qu'en termes d'effets visuels, les animatroniques sont toujours aussi très bien travaillés et les CGI, vu qu'ils sont quasiment en intégralité de nuit, c'est vrai. Et du coup, le film, du coup, dans la logique, vit mieux d'un point de vue visuel. Bah, c'est vrai que tu vois bien la différence avec les stégosaures au tout début quand Sarah Harding est en train de photographier les stégosaures et que tu les vois, elle est avec le bébé stégosaure et t'as les parents qui passent derrière. Là, on est en plein jour et effectivement, là, le numérique a tendance à vieillir un petit peu moins bien. Par contre, effectivement, tous les effets de nuit fonctionnent à mort. Oui, le film, du coup, il fonctionne à mort, en termes de forme. Enfin, la mise en scène, comme elle a dit, elle est géniale. Enfin, il n'y a pas de scène qui m'ont particulièrement gêné. Même quand je disais, par exemple, tout à l'heure que la scène de la gymnaste me posait problème en termes de mise en scène, en vrai, c'est mon impression de l'instant, où j'ai l'impression qu'il y a une sorte de petite humanisation, comme tu disais, du Raptor. Mais dans les faits, la scène, dans sa globalité, elle est bien conçue, elle est très chorégraphiée. Tous les en termes de géographie de l'espace, on est très bien. Enfin, c'est très bien conçu. Toutes les scènes, même la scène de San Diego qui se veut fun, tout ça, il n'y a pas de problème. Enfin, j'ai pas été choqué par une séquence mal filmée ou quoi. Non, le film est vraiment dans la pure lignée du premier de ce point de vue-là, en termes de forme, donc mise en scène, effets spéciaux, musique, tout ça. Non, le problème, fondamentalement, c'est son scénario et surtout les thématiques qui sont quasiment inexistantes pour moi, quoi. On a du mal, en fait, à vraiment se raccrocher au scénario parce que, en fait, fondamentalement et au personnage, du coup, c'est que, en fait, tout ça devrait normalement servir un propos, sauf que le propos, il est soit inexistant, soit mal posé, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, je vais te dire un truc tout bête, c'est que il y a beaucoup de gens qui reprochent que les Raptors sont désorganisés. On a par exemple le moment où tu as deux Raptors qui creusent pour essayer d'aller choper Sarah et Kelly qui sont enfermés dans une espèce de hangar abandonné. Et t'en as un autre qui essaye de choper Malcolm. Et il y en a qui vont peut-être faire le reproche de dire ouais, là par exemple, pourquoi les trois s'organisent pas, ils sont à même pas 10 mètres de l'un de l'autre et enfin, ils essayent pas de se coordonner un minimum, ou alors à un moment donné, ils font le tour, ils ont l'intelligence de faire le tour pour passer par le trou qu'avait creusé Sarah et Kelly, mais ils ont pas le truc de dire, mais pendant ce temps, il y en a un autre qui continue à creuser de l'autre côté pour les encercler, ou même, le moment le plus clair, c'est quand il y en a un des deux qui tombe, un des raptors qui tombe sur l'autre, et que, au lieu de juste dire, fais gaffe la prochaine fois, non, ils vont carrément mener un combat à mort, où littéralement, il y a un des deux qui va être tué par l'autre. Et tout ça, je sais pas si ça, du coup, ça t'a gêné, fondamentalement, dans le film. Ah, moi, les Raptors, ça m'a pas du tout dérangé. À aucun moment, c'est vraiment un détail qui m'a... Là où je trouve que la séquence des Raptors est parfois problématique. Bon, on va pas revenir sur Kelly qui fait de la barre asymétrique pour coller une mandale à un Raptor, qui pour moi peut-être le climax de la séquence le plus triste qui soit, parce que je trouve que ça massacre pas mal en fait toute la tension qui a été posée avant, juste presque encore une fois pour une blague. Alors certes, qui est une résolution, un arc narratif du personnage, certes, mais qui, dans la mise en pratique, est assez ridicule. Je trouve qu'autrement, les Raptors sont plutôt bien traités. Justement, on basculera sur le 3 après, mais pour moi, le traitement des Raptors dans le 3 est beaucoup plus problématique que dans celui-ci, en fait. Là, je trouve que ils sont pas trop... là où la série va progressivement basculer, et notamment à l'aune des Raptors, vers l'anthropomorphisme beaucoup trop assumé et qui pour moi devient complètement absurde au bout d'un moment et grotesque. Là, je trouve qu'il n'y a pas encore ce truc-là. On les traite encore comme des animaux. Moi, je les trouve plutôt intelligents dans leur approche. Là où, comme on en parlait tout à l'heure un petit peu en off, mais dans le 3, moi, on loue leur intelligence tout du long en les posant au sommet de la chaîne alimentaire, etc. Sauf que dans les faits, les deux séquences dans lesquelles ils sont présents ne sont pas très intéressantes. Ils sont non seulement anthropomorphisés, ce qui est très paradoxal, et en même temps, toutes les actions qu'ils commettent sont assez stupides. Là, pas du tout, en fait. Je trouve que ça reste assez... pour moi, ils sont traités comme des animaux, une meute d'animaux, comme dans le premier, dans une certaine mesure, hein, qui vont attaquer un groupe et essayer de prendre d'assaut cet endroit où Malcolm, Sarah et Kelly sont enfermés.
Mais moi, ça me choque pas du tout pour le coup. D'accord. Non, parce que moi, je le dis personnellement, ça ne m'a jamais choqué. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu beaucoup de personnes dire que justement, ça leur posait problème. Qui trouvent que, bon, déjà, les Raptors sont sous-exploités. Ça, par contre, je suis d'accord. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Ils sont très sous-exploités. Mais par contre, du coup, j'avais jamais eu réellement de problème. Mais j'ai entendu beaucoup de personnes dire, ouais, mais ils sont quand même un peu cons. Enfin, le Raptor qui chope le sac de Sarah et qui est plus préoccupé, du coup, par le sac que par ses proies. Le coup que, encore une fois, comme je dis, les deux Raptors qui se tombent dessus et qui préfèrent se battre à mort plutôt que de se préoccuper de la proie qui pendouille encore en l'air, parce que Sarah elle est encore accrochée et en plus elle tombe à côté d'eux, il la calcule même pas. Ben moi ça m'a jamais choqué, mais du coup je me suis dit ouais il y a des gens qui trouvent que ça leur pose problème. Et en fait pour avoir lu le livre après, j'ai envie de dire est-ce que c'est volontaire de la part de Coep ou c'est nous qu'on a une sensibilité plus on va dire on accepte plus de choses que le public est plus exigeant et que c'est nous qu'on dit qu'ils sont normaux alors que c'est pas le cas. Mais en tout cas, si Coep a essayé dans cette scène de reprendre un élément du livre, c'est qu'en fait, dans le livre, les Raptors, je peux pas spoiler trop parce que c'est un élément qui est très intéressant dans le bouquin, mais qu'il vaut mieux découvrir sur le tas si jamais vous lisez le livre. Mais en gros, les Raptors, on nous explique justement tout ce que tu disais tout à l'heure, que ce sont des êtres très intelligents et tout ça, peut-être même l'espèce de dinosaure la plus intelligente de son époque et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Crichton relie cela par rapport à l'évolution du vivant et le fait que, en fait, les Raptors, le fait qu'on les ait ramenés à la vie de nos jours de façon totalement artificielle, en plus avec de l'ADN tronqué, puisqu'en fait, ce n'est que des morceaux d'ADN qui ensuite ont été greffés d'autres ADN pour essayer de combler les manques, bah, du coup, ça a créé des êtres totalement instables. Et du coup, dans le livre, justement, ça amène un propos qui est que les Raptors ont des formes d'intelligence, mais en même temps ont des comportements parfois très space, en fait. Pour rebondir par rapport à ça, même si je reviens peut-être plus sur un côté narratif, mais il y a aussi quelque chose, je pense, qui est parfois embêtant en termes de structure, c'est-à-dire que dans le premier, il y avait cette idée qu'il y avait le T-Rex comme antagoniste, on va dire, principal de la première partie, et on te montrait dans un second temps, avec l'arrivée des Raptors, qu'il y avait encore pire comme menace. Donc l'arrivée des Raptors était un climax supplémentaire. Là, dans le monde perdu, ce qui est problématique, c'est que les Raptors apparaissent comme une péripétie supplémentaire, et pas comme une sorte de truc climactique. Et ça fait que ça retombe, en fait. Le soufflet retombe après tout ce qu'on a pu voir pendant 1h30 avec le T-Rex, les Compsognathus, etc. On a une sorte de retombée de soufflet et qui va se renforcer. Encore une fois, je suis désolé de revenir tout sur cette idée-là, mais sur le truc des barres asymétriques avec Kelly, qui les amoindrit vraiment en termes de puissance. Et en plus, derrière, on revient sur le T-Rex. Donc en plus, ils sont renfermés entre ces deux trucs-là. Et ils n'ont plus effectivement beaucoup d'importance. C'est pour ça que je dis qu'ils sont sous-exploités dans le 2, alors que c'est pas le cas dans le livre. Dans le livre, la structure est quasiment similaire à celle du premier livre et du premier film, ce qui est qu'en gros, toute la première partie est consacrée au T-Rex, et qu'il y a vraiment que le dernier quart de l'histoire qui est vraiment consacré aux Raptors, mais c'est vraiment concentré sur eux, et tu sens une oppression constante qui pèse sur les personnages, où tu sens que les Raptors sont constamment à leur trousse, en fait. Et leur intelligence, pour le coup, est importante, parce que c'est ce qui va faire la différence avec le T-Rex, pour le coup. C'est ça. Et justement, du coup, leur intelligence amène, du coup, à faire que non seulement il y a une menace de nombre, parce que cette fois-ci, ils sont nombreux, mais en plus, du coup, ils pallient on va dire, un peu le problème que pourrait avoir le T-Rex, c'est-à-dire qu'eux, ils sont beaucoup plus intelligents. Oui. Et du coup, ça crée des moments de tension assez intéressants et qui fonctionnent à merveille dans le premier, comme je disais. Là, c'est juste balancé comme ça, un peu comme je disais pour le principe d'incertitude de Heisenberg, c'est qu'il prend l'idée, mais il le traite pas derrière. Donc t'as envie de dire, ça sert à quoi, en fait? Oui, c'est des choses qui pourraient être enlevées, en fait, fondamentalement, vu qu'elles sont pas traitées, en Clairement. fait. C'est ça. Et ben pareil comme je dis, pour l'étude scientifique. Encore une fois, l'étude scientifique, c'est la base même de l'idée qui vont sur l'île. C'était le cas aussi dans le livre. Sauf que dans le livre, ils font vraiment une étude. On a une étude du comportement relié aux différentes espèces. On essaie de voir comment ils cohabitent l'une à l'autre et tout. Et on amène des réflexions scientifiques derrière. Dans le film, c'est pas le cas. L'étude scientifique, ils la font même pas, en fait. Je relis beaucoup livres. Il y en a certains qui vont peut-être nous le reprocher, ça, parce qu'ils vont dire ouais, mais un film doit s'autosuffire. On ne doit pas parler d'une adaptation. Sauf que justement, ce qui m'énerve, c'est que dans le premier, Spielberg, Coep et Crichton, c'est pour ça que j'appuie quand même qu'il y avait Crichton au scénario dans le premier, parce que je pense que son influence il a dû avoir une influence dans l'écriture, quoi. C'est que dans le premier, le travail d'adaptation était parfait.
Et là, dans le deuxième, tu sens qu'il y a des idées qui sont reprises mais qui sont pas traitées. Le film essaie de se développer ses propres idées derrière, sauf que c'est même pas forcément non plus très bien traité, parce qu'il y a un mix entre ce qu'il a voulu faire dans le film, dans le livre, le côté hommage qui est rajouté au forcing, mais qui du coup n'a pas vraiment de cohérence dans le tout. Ce film, c'est un gros gloubi-boulga de tout, qui est lié au fait qu'encore une fois, Spielberg, je pense, ne prenez pas encore une fois le film au sérieux. Je vais revenir sur une petite blague qui m'a toujours dérangé, et maintenant avec réflexion, avec le côté cynique et tout, ça me pose encore plus problème. C'est encore dans San Diego, tu sais, quand il y a Yann et Sarah qui récupèrent le bébé, et t'as des gardes qui arrivent et qui leur disent qu'est-ce que vous foutez, et là t'as Malcolm d'un air blasé qui les regarde en mode ouais, on emmène le petit, si vous nous arrêtez, tirez-nous dessus, et il fait sa petite marche arrière, et les gars ils ne réagissent même pas. C'est comme si Spielberg disait oui, je sais, dans cette scène, normalement, s'ils avaient envie de les arrêter, ils leur tiraient dessus, mais là, non, parce qu'il faut que le scénario avance, donc les couilles, hein, moi je fais ma marche arrière, et puis le scénario avance, continue. C'est très très problématique, hein, mais il y en a plein comme ça, tu disais que t'as l'enfant qui réagit pas face au T-Rex, il y a plein de choses, il faut faire avancer les choses, donc on ne prend pas le temps, et je suis pas pour la rationalisation de tous les comportements, mais c'est-à-dire que là, il a tendance à saper la suspension continue d'incrédulité à ces moments-là, en fait, c'est problématique. Sur l'autel de la blague ou de l'ironie, et je ne sais pas trop. Oui, mais c'est pour ça que je disais justement précédemment dans le podcast que je pense qu'il y a vraiment une vision cynique de Spielberg vis-à-vis de Malcolm. Ça veut dire qu'il se sert littéralement de Malcolm pour parfois justifier des moments qui ne devraient pas être justifiés. Parce qu'en plus, c'est vrai que dans le premier, Malcolm est un cynique au sens philosophique du terme. Dans le second, Malcolm est un cynique blasé en fait et qui n'apporte plus rien par son cynisme. Là où le cynisme de Malcolm était un contrepoids à l'idéalisme, on va dire de Hammond. Là, c'est vraiment du cynisme pour du cynisme qui est juste là pour la blague fondamentalement le plus souvent, puisqu'il est plutôt là comme quasiment un comic relief en fait. C'est assez bizarre. C'est un comic relief, clairement, dans le 2. Et ça n'apporte pas grand chose, en fait. C'est dommage, parce que ce personnage cynique blasé est intéressant. Mais quand, justement, son cynisme est là pour véhiculer quelque chose, une idée, quelque chose de philosophique ou autre, là, c'est plus du tout le cas. Et c'est surtout que tu dis que c'est un personnage important, je vais même dire que c'est un personnage primordial. Oui. Ian Malcolm, dans le premier, je disais que Alan est le personnage principal, mais le personnage clé de Jurassic Park, c'est Ian Malcolm. D'ailleurs, je le dis, pour ceux qui n'ont pas lu les livres, c'est Ian Malcolm le personnage principal dans les deux. C'est-à-dire que c'est lui qui, littéralement, Crichton se sert de ce personnage pour parler, en fait. Littéralement, quand Malcolm parle, c'est Crichton qui s'adresse à nous, en fait. Ouais. Et donc, du coup, ce personnage est là pour nous véhiculer, en fait, la réflexion qui doit émaner des situations. C'était le cas dans le premier. Là, dans le deuxième, Malcolm est juste un comic relief, comme tu le dis. Je suis désolé. Et en plus, il a aucune influence dans le scénario. Revoyez-vous le film. Malcolm ne fait fondamentalement rien dans le film. Il est juste là pour balancer des punchlines ici et là, et toutes les décisions clés du film sont prises par d'autres personnages, et non lui. Enfin, il y en a qui disent que Le Monde Perdu est mauvais, moi c'est pas du tout mon cas. Moi je dis quand même que ça reste, en tant que film, un bon film. En tant que suite, c'est plus problématique, mais je l'accepte quand même, ça reste un film de bonne facture. En tout cas, bien plus que ce qu'on verra par la suite. Mais c'est surtout ce fond, ce renoncement total de la réflexion qui était pourtant une des forces du premier, que là dans le deuxième il n'y a plus du tout, quoi. Ou alors qu'il y a, mais que c'est mal foutu, quoi. Alors est-ce qu'on basculerait pas dans la foulée sur le 3? On va arriver sur le 3, mais juste, du coup, il faut revenir du coup sur le dernier point fondamental, qui est, du coup, le discours de Hammond. Parce que du coup, comme on disait, le film est cynique, le film est ironique, le film a de l'humour noir et tout ça. Ça peut être un style. Comme tu disais, par exemple, pour la scène des Procomptionatus au début, c'est une note d'intention. C'est-à-dire que Spielberg nous dit, voilà, ce film sera du point de vue, comme en plus mon personnage principal dans ce film, c'est censé être Ian Malcolm, du coup, on suit un peu son point de vue. Et donc, le film va être un petit peu dans cette idée de recul constant, avec beaucoup plus de violence, beaucoup plus de pessimisme, beaucoup plus de cynisme même. Mais fondamentalement, le message de fin de Hammond contredit totalement cela, parce que le message de fin, c'est littéralement « Laissons les dinosaures vivre leur vie, parce que, vous comprenez, ce sont des animaux, et les animaux, du coup, ça fait partie du cycle de la vie, et donc forcément, il faut les laisser vivre heureux dans notre monde. » Enfin... Ce qui fera écho au passage avec Fallen Kingdom, hein, pour le coup, dans l'idée d'aller les sauver parce qu'ils ne sont plus, le milieu est en train de se détruire c'est un cataclysme, mais il va falloir aller les sauver.
Sauf que, justement, Fallen Kingdom se sert de cette base qui a été posée par le monde perdu pour l'amener vers une toute autre réflexion. Tout à fait, c'est ça. Et justement, c'est ça le principe de cette suite. C'est pour ça quand on parlera de Fallen Kingdom, c'est très important de faire comprendre aux gens pourquoi Fallen Kingdom a une importance non seulement en tant que suite de Jurassic Park, mais surtout dans la cohérence de la saga. C'est que justement Fallen Kingdom reprend les problèmes qui ont pu être posés dans les épisodes 2, 3, 4. Parce que, autant vous spoiler direct mon avis, je ne porte pas dans mon cœur le 3 et le 4. Fallen Kingdom va justement renouer avec cette thématique du monde perdu pour l'amener dans une toute autre réflexion, et la fin est ambiguë, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que littéralement on a déconstruit tout ce mythe de les dinosaures ils font partie du cycle de la vie, du coup il faut forcément les sauver. Non. C'est ça la grande force de Fallen Kingdom, mais on y reviendra plus tard, c'est de reprendre effectivement ces erreurs qui ont été faites progressivement, notamment par le monde perdu, puis par les deux suites derrière, mais de les dynamiter de l'intérieur pour les ramener à quelque chose qui finalement est beaucoup plus en adéquation avec les origines de la saga. Mais ça fait mine de rien. Pardon ? Ça c'est fait mine de rien, c'est-à-dire que c'est fait par Bayona, le fait suffisamment subtilement par le biais de sa mise en scène, ce qui est pas forcément le cas de l'écriture de Trevorrow, mais au moins par le biais de la mise en scène, il arrive à raccorder les wagons avec le premier, en partant pour le coup de cette fin du 2. C'est assez marrant, parce que c'est un film qui fait, oh mince, je suis en train de partir dessus, mais qui fait penser au Dr. Sleep de Mike Flanagan, qui arrive à créer une sorte de, donc qui est la suite Dr. Sleep de Shining de Kubrick, mais aussi du Shining de Stephen King. Tout en sachant que Stephen King n'aime pas le Shining de Kubrick, et il arrive à créer une sorte d'équilibre entre les deux, à reprendre tout ce que King considérait comme étant une hérésie vis-à-vis de son propre bouquin, et en reprenant tout ce qu'il y avait chez Kubrick aussi, et qui était une hérésie si on prend d'un point de vue d'adaptation au bouquin de King, et de créer une sorte d'équilibre entre les deux, et d'arriver à racheter et de raccorder les wagons. C'est un exercice d'équilibriste assez fou, par le biais de la mise en scène en grosse partie. Et je trouve que pour le coup ici, ce qu'on verra dans Fallen Kingdom, c'est qu'il arrive à peu près à faire la même chose, c'est-à-dire à souffler le chaud et le froid en même temps, à poser les paradoxes du 1 et du 2 ensemble. C'est clairement ça, enfin on y reviendra quand on parlera de Fallen Kingdom, et Fallen Kingdom c'est un jeu d'équilibriste que je trouve limite miraculeux, parce que quand tu vois comment la saga est partie et comment Fallen Kingdom a réussi en l'espace de un seul film à réussir presque à raccrocher tous les wagons, enfin j'ai envie de dire, on verra après dans Dominion, parce que Trevorrow peut bien dynamiter à nouveau son film de l'intérieur. Bien sûr. Mais c'est ce que je redoute. Mais Fallen Kingdom à l'heure actuelle, c'est le film qui amène le plus de cohérence dans toute cette saga, qui part en steak quoi pour moi. Enfin je le dis, le monde perdu. Déjà, ça commence avec le monde perdu, et après ça va s'aggraver. C'est que le monde perdu, là, avec cette fin, c'est qu'il contredit totalement toute la réflexion que je disais, que justement, les dinosaures n'avaient rien à foutre dans notre monde de base, et que justement, le film nous laissait des idées par-ci par-là, en nous démontrant que ce rêve de voir les dinosaures un jour est une cause perdue. Et là, le message de fin, c'est que, alors oui, on les laisse sur une île à part, mais ils font partie de notre écosystème. On les laisse vivre dans notre monde. Et finalement, le 3 va marquer le pas, en fait, en faisant partir les ptéranodons qui vont venir suivre les hélicos. Donc finalement, là où Jurassic Park, comme tu dis, le monde perdu, tu disais, isole quand même les dinosaures sur l'île, le pas final qui est de faire pénétrer les dinosaures dans notre propre écosystème, dans notre propre monde, c'est Jurassic Park 3 qui va le franchir. Du coup, ce message de fin, si vous l'avez compris, pour moi, ne fonctionne pas. En plus, alors on essaie de se racheter un petit peu entre fans en disant ouais mais c'est Amand qui le dit, c'est pas Malcolm, donc ça n'a pas forcément de légitimité. Ouais, sauf que connaissant Spielberg, en plus sachant que Amand est censé être le personnage spirituel de Spielberg si on se relie par rapport au premier, c'est littéralement du coup Spielberg qui essaie du coup à la fin de renouer sa propre vision du monde vis-à-vis du coup de cette suite par rapport au premier. Du coup ça trompe totalement le propos. C'est ce que je disais par exemple la vie trouve toujours un chemin. Elle a totalement perdu sa substance de base, cette phrase, parce que la vie trouve toujours un chemin, c'était pas par rapport à la vie des dinosaures, c'était uniquement sur les dinosaures vont essayer, quoi qu'il arrive, de se reproduire. C'était ça, le truc de base. C'est Malcolm, il disait, oui, vous dites qu'ils peuvent pas se reproduire, mais vous verrez, la vie trouve toujours un chemin. C'était par rapport à ce point-là, c'était par rapport juste à leur survie. Et là, dans le monde perdu, du coup, c'est un monde qui nous dit ouais, les dinosaures, vous verrez, ils vont fleurir et tout, ils vont être heureux. On a juste pas à les chambouler et tout ça. Ils vont créer leur propre écosystème et la vie trouvera un chemin. Ouais, j'ai envie de dire ok, mais enfin c'est du coup en plus c'est une fin totalement optimiste
qui est en totale contradiction avec tout le ton que le film avait jusqu'à présent. Et c'est pas en continuité avec le premier, encore une fois. Et puis c'est très littéral, c'est-à-dire que là où la vie trouve toujours un chemin qu'il y avait dans le premier, c'était sur un fond métaphorique et philosophique, qui ramenait à cette idée que l'homme ne contraindra jamais la nature et que la nature dépassera toujours toutes les contraintes, comme c'est le mythe de Frankenstein dont on avait parlé au début du podcast, c'est-à-dire que on sera toujours à essayer de vouloir jouer Dieu, la nature débordera toujours et arrivera toujours à ne pas être contrainte. Là où c'est pris littéralement dans le 2, c'est-à-dire la vie trouvera toujours un chemin, au sens un chemin géographique pour pouvoir intégrer notre propre écosystème. Et pour moi, c'est ce problème de passer d'un truc métaphysique et philosophique à quelque chose de littéral, ça fonctionne plus. Ah oui. Et donc c'est pour le coup, même pour pareil, moi pour conclure, ça reste pour moi c'est un bon film d'aventure en tant que tel. J'irais même jusqu'à dire que c'est un bon slasher, mais un slasher avec des dinosaures. C'est un bon exercice Hitchcockien comme l'était le premier aussi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais il y a aussi quand même ce travail Hitchcockien qui était présent chez Hitchcock depuis les origines, et qui était très, pour le coup, qu'il a réitéré dans le Jurassic Park puis dans le Monde Perdu en termes de mise en scène pure. Mais là où la tension fonctionne, la cruauté, la brutalité fonctionne, l'exercice de style Hitchcockien fonctionne toujours, le problème c'est qu'effectivement on y perd énormément en termes de fond philosophique, et il y a plus grand chose à sauver, si ce n'est, encore une fois, c'est peut-être comme ça que je définirais bien, c'est un brillant exercice de style, mais qui reste qu'un pur exercice de style et qui malheureusement pêche du point de vue du sens qu'il va véhiculer. C'est ça, c'est exactement ça, c'est que en gros, moi pour dire, maintenant avec le recul, je le regarde plus trop je prends plus autant de plaisir qu'avant à le regarder en tant que suite de Jurassic Park, pour toutes les raisons que j'ai citées, mais en tant qu'œuvre dans la carrière de Spielberg, si on la remet plus en perspective dans sa carrière par rapport au fait que, comme je disais, il a été encore dans ses traumatismes par rapport à ce qu'il a pu vivre sur la liste de Schindler et tout, d'un point de vue moral et tout, ça l'a beaucoup infecté. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a pas fait de film pendant 4 ans. Et là, du coup, dans ce film, tu sens qu'il est un petit peu entre deux, c'est-à-dire qu'il a encore le côté naïf qu'il pouvait avoir dans son début de carrière, mais en même temps, tu vois qu'il y a un côté sombre, cynique, qu'on n'avait pas l'habitude de voir chez lui. Qui sera encore plus confirmé dans des films, comme tu disais, La Guerre des Mondes, qui est un film très pessimiste et qui n'aurait jamais pu faire s'il était dans l'état d'esprit des années 70-80. Mais du coup, en tant qu'œuvre du coup de Spielberg, c'est une œuvre très intéressante. Et c'est encore une fois un très bon divertissement. C'est juste qu'en tant que suite de Jurassic Park, ça pêche un peu, quoi. Mais tu dis que c'est un très bon divertissement, et pour faire la liaison, ce qui n'est pas trop le cas de Jurassic Park 3, enfin qui est un film au passage donc sur lequel on va venir, qui est un film qui est relativement attachant.